Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier journal de la Méditerranée de la saison. Cette semaine, nous partirons à la rencontre d'une femme égyptienne, écrivain, journaliste, mais surtout courageuse. Mona El Tahawi ose s'attaquer au sort fait aux femmes dans de nombreux pays arabes. Elle vient de sortir un livre sans concession, c'est ce que nous verrons dans un instant. Nous nous rendrons ensuite en Algérie. Nous verrons alors que la France, longtemps premier partenaire économique de l'Algérie, a été dépassée par la Chine. Nous tenterons d'analyser la situation. L'occasion de revenir sur la coopération entre la France et l'Algérie avec notre invité, Rachid Arabe, journaliste, membre du CSA jusqu'en 2013. Il vient de publier un livre. Il nous parlera de ses différents projets, notamment celui de la création d'une chaîne de télévision, une sorte d'Arte franco-algérien. Nous mettrons ensuite le cap sur Porquerolles, au large d'Hyères, dans le Var, un bijou de la Méditerranée qui attire régulièrement de nombreux randonneurs amoureux de la nature et des plongeurs qui trouvent ici leur bonheur. Porquerolles la magnifique, c'est à découvrir à la fin de ce magazine. Mais avant de revenir plus largement sur ces titres, je vous emmène en Espagne où deux femmes, deux indignées, ont pris les rênes des deux plus grandes villes du pays. Manuela Carmena, ancienne juge de 71 ans, est devenue maire de la capitale, Madrid. Ada Colau, activiste contre les expulsions immobilières, est aujourd'hui à la tête de la mairie de Barcelone. Ces deux femmes illustrent aujourd'hui parfaitement le désir de changement qui se manifeste dans l'Espagne frappée par la crise économique. Cette élection remet également en cause le bipartisme et la corruption qui gangrènent la politique et l'administration. Qui est Ada Colau? Quel est son parcours? Quel est son combat? Son portrait est signé Régis Nussbaum, Loïc Lemoine. Elle n'a pas changé ses habitudes après sa victoire du 24 mai dernier. Ada Colau a conquis la deuxième ville espagnole avec la promesse de lutter contre les inégalités sociales. Barcelone est une ville où il y a beaucoup d'argent, mais il est très mal réparti. Il faut intervenir pour garantir les droits basiques, un minimum vital pour tous et un accès au logement social pour les pauvres. Alors, elle va donner l'exemple en réduisant son salaire de maire à 2200 € et en supprimant les voitures de fonction. Son credo, la démocratie participative. Ici, tout le monde peut s'inscrire pour donner son avis par Internet. Voter une fois tous les 4 ans, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu ne peux pas participer. L'équipe municipale qui dirige devra respecter les décisions prises par la majorité des citoyens qui travaillent en commun. Si Ada Colau l'a emporté, c'est grâce au vote des quartiers défavorisés, où elle s'est battue pendant de nombreuses années contre les victimes de la crise immobilière. C'est le cas ici au nord de Barcelone, où le chômage frôle les 50%. Eux se sont mobilisés ce matin pour empêcher l'expulsion d'une famille. Pour tous ici, la future mère représente un ultime recours. Il faut qu'elle mette fin aux expulsions et que les gens puissent avoir un toit pour vivre. Si elle respecte ses promesses, on l'applaudira, sinon c'est juste une politicienne de plus. Ne pas décevoir ses électeurs, la tâche s'annonce ardue quand elle doit en même temps s'employer à rassurer les petits patrons, tout en mettant en garde certaines grandes entreprises. Il y a des lobbies qui ont une influence démesurée sur les politiques publiques, sans aucun contrôle démocratique. Dans son collimateur, les banques, mais aussi le secteur touristique et hôtelier, dont certains projets pourraient être remis en question. Ce consultant s'inquiète déjà d'une possible fuite des investisseurs. Ils ont des possibilités à Barcelone, ils ont des possibilités à Paris, ils ont des possibilités à Shanghai. Alors si ça complique la situation à Barcelone, c'est clair qu'ils vont aller mettre l'argent dans d'autres lieux, d'autres villes. Ces premiers pas vont être observés et même scrutés non seulement ici en Catalogne, mais dans toute l'Espagne. Car Barcelone pourrait bien devenir le laboratoire de la gauche alternative avant les élections générales prévues à l'automne prochain. Autre femme, autre combat, même détermination. Mona El Tahawi est écrivain et journaliste engagée en Égypte. Aujourd'hui, avec force et courage, elle s'attaque au tabou du sort fait aux femmes dans de nombreux pays arabes. Son livre, intitulé Foulard et hymen, pourquoi le Moyen-Orient doit faire sa révolution sexuelle, vient de sortir. Cette ancienne manifestante de la place Tahrir raconte.
Nous avons rendez-vous avec une femme qui provoque, par courage, l'écrivain et journaliste star égyptienne Mona El-Tahawi. Le cheveu rouge et le verbe haut, militante de la cause des femmes dans le monde arabe. Elle a quitté New York il y a 2 ans pour se réinstaller au Caire. Elle a eu la force de rentrer en Égypte, malgré l'horreur qu'elle y a vécue. En 2011, près de la place Tahrir, où elle manifestait, des policiers anti-émeutes la violent pour la faire taire. C'est le nom de la rue qui est devenu un symbole de la révolution. Au moins 40 personnes ont été tuées ici et 12 femmes agressées comme moi. Mona El-Tahawi lutte contre la misogynie dans le monde arabe et en appelle à une nouvelle révolution en Égypte pour libérer les femmes. Les femmes sont descendues aux côtés des hommes dans la rue pour combattre le régime, car on savait qu'il opprimait tout le monde. Mais maintenant, les femmes et les filles sont opprimées par le régime, mais aussi dans la rue et à la maison. Le combat des femmes est une révolution des mœurs. De la même manière qu'à l'époque, nous avons renversé Moubarak du pouvoir, nous devons aujourd'hui nous débarrasser de Moubarak dans nos chambres et dans nos têtes. Elle ose dire que le monde arabe déteste les femmes parce qu'il les redoute. Les protéger dans les rues du Caire est pour elle une urgence. Quand les femmes sortent de leur maison, selon une étude des Nations Unies, plus de 99% des filles et des femmes sont victimes de harcèlement sexuel dans la rue. C'est une épidémie. La vie des femmes dans les lieux publics est un enfer. Et quand on lui demande si elle se sent en sécurité en Égypte, elle répond qu'aujourd'hui personne n'est à l'abri des violences dans son pays, 4 ans après la Révolution. L'actualité du bassin méditerranéen cette semaine, c'est aussi ce voyage éclair de François Hollande en Algérie. Une visite de quelques heures durant laquelle il a rencontré un président Bouteflika affaibli mais combatif contre le terrorisme. Au cœur des entretiens, la situation dans les pays voisins de l'Algérie, le Mali, la Libye, la Tunisie, le Niger. Paris et Alger partagent les mêmes inquiétudes face au fléau djihadiste. Selon plusieurs observateurs, la France a reconnu le caractère fondamental de l'Algérie comme pays stabilisateur. Un voyage qui avait également une dimension économique. L'occasion de dresser un constat, la France, qui a longtemps été le premier partenaire de l'Algérie, a perdu sa place sur la première marche du podium. Le pays a en effet été doublé par la Chine. Arnaud Bouteille, Yann Moine, reportage. Le responsable du chantier la présente comme l'un des joyaux de la future mosquée d'Alger. L'immense salle des prières, 22 000 mètres carrés, un espace démesuré. Le plus grand bâtiment religieux de toute l'Afrique, 1 milliard d'euros, une fierté nationale. C'est un monument pour l'histoire. Monument pour l'histoire de l'Algérie. Sur ce chantier pharaonique, 2000 Chinois, aucun Français. En Algérie, dans le BTP, les Français donnent le sentiment d'avoir abandonné. Ils ne se battent pas assez, ou ils ne sont pas assez présents, ils ne sont pas assez engagés, ils sont pas... Et pourtant, ils sont les mieux placés pour arracher des marchés, pour arracher des trucs. Pourquoi ce manque de volonté? La Chine est devenue le premier partenaire économique de l'Algérie devant la France. Il y a certes la compétence technique, mais ce n'est pas le seul argument. Et vous êtes moins cher aussi? Oui, ça dépend. Comparé avec les Européens qui sont moins nombreux, bien sûr, on est moins cher. Par rapport aux Français? Ils sont moins chers, c'est sûr. 25% moins cher en moyenne. En Algérie, les Chinois ont construit le ministère des Affaires étrangères, 75 000 mètres carrés, une autoroute et bientôt un opéra. La France demeure évidemment présente. Une usine Renault à Oran depuis l'an dernier, des tramways Alstom dans la capitale, des grands noms mais peu de petites entreprises comme celle de Philippe Nguyen. Ce Parisien réalise du conseil informatique et pour lui, les entrepreneurs français sont parfois trop pressés. Il faut déjà connaître l'Algérien, enfin les Algériens, il faut prendre le temps, il faut être patient. Et quelqu'un qui arrive et qui pense en arriver et faire un business de suite, c'est pas possible. Cette année, l'Algérie lance un immense plan quinquennal, 200 milliards d'euros pour développer tous les secteurs de son économie. Cela signifie des marchés nouveaux et une occasion unique pour les entreprises françaises. Alors justement, la coopération entre la France et l'Algérie, voilà l'un des sujets que nous allons aborder avec notre invité cette semaine en duplex de Paris. Son nom est bien connu du grand public. Rachid Arabe, bonjour. Bonjour. Alors une première question avant de revenir plus en détail sur votre parcours et sur vos projets. Que pensez-vous aujourd'hui des relations entre la France et l'Algérie ?
C'est une vieille histoire, hein. C'est souvent chaud, c'est souvent froid. Il semblerait que ça soit plutôt chaleureux en ce moment. L'essentiel, c'est ce qui va se passer dans les années à venir. Mais pour l'instant, on va dire que les relations semblent, du point de vue où je suis en tout cas, semblent assez cordiales. C'est la deuxième visite en quelques mois seulement du président de la République en Algérie. C'est un signe. Alors justement, que pensez-vous, vous, de cette visite qui était attendue de François Hollande en Algérie ? Alors, moi, elle m'a semblé un petit peu courte, si vous me demandez un avis personnel, mais elle existe, donc c'est une bonne chose. Après, je pense qu'il faut des relations, au-delà des relations institutionnelles, il faudrait plus de relations dans la vie quotidienne, dans le côté professionnel. C'est peut-être de ça dont on manque le plus entre la France et l'Algérie, en règle générale entre la France et le Maghreb. Avant de poursuivre notre discussion, Rachid Arabe, je vous propose de revenir sur votre parcours hors du commun. Né en Algérie en 1955, vous avez rejoint la Lorraine 3 ans plus tard. Votre carrière professionnelle a d'ailleurs démarré dans cette région. Portrait signé Stéphanie Larion, Emmanuel Font. C'est en Lorraine, la région où il a grandi, que Rachid Arabe débute sa carrière de journaliste télé à FR3. Nancy, Reims, puis Amiens. Nous sommes en 1979. Eh bien, nous allons voir à l'intérieur maintenant. Puis ce sera à Paris l'année suivante, toujours à FR3, comme reporter, puis présentateur durant 5 ans. Bonsoir. Talbot-Poissy, le conflit s'éternise et le climat se durcit. Repéré par les responsables de la deuxième chaîne, Rachid Arabe entre en 1985 en Antenne 2 et intègre rapidement le service politique. Le bruit courait depuis dimanche après-midi, avant même l'annonce de l'élection de François Mitterrand. Chef du service politique en 90, puis présentateur des journaux d'été de 92 à 94, il devient en 1998 le premier Français issu de l'immigration à présenter le journal de 13 heures d'une grande chaîne nationale, aux côtés de Carole Gessler. Mais un franco-algérien à la tête d'un JT, cela ne plaît pas encore à tout le monde, et c'est un jeune humoriste qui, en 1998, va prendre sa défense lors d'une interview devenue culte. Je voulais juste dire un truc, oui, si je peux me permettre un conseil, allez-y. monsieur Rachid Arabe. La prochaine fois que vous présentez le journal, vous pouvez me faire un kiff et le présenter comme ça. C'est-à-dire, moi je suis vous, je le présente comme ça. Bonjour, vous êtes bien sur le journal télévisé français de France 2, c'est Rachid Arabe. Il y a un problème ? Pas de problème. La suite Une sortie peu appréciée sur le coup par Rachid Arabe, qui reconnaîtra malgré tout quelques années plus tard que Jamel Debbouze avait réussi en 10 minutes ce que lui tentait à sa manière depuis des années, banaliser son nom et sa présence à l'antenne. L'aventure du 13h prend fin en 2000 quand France 2 juge que le duo Gessler-Arabe ne fonctionne pas. Un mois plus tard, la réponse viendra du public qui leur décerne conjointement le 7 d'or du meilleur présentateur de JT. Rachid Arabe. Carole Gessler. Fort de cette consécration, Rachid Arabe rebondit encore une fois et conçoit une nouvelle émission. J'ai rendez-vous avec vous, où durant 6 ans, il ira chaque dimanche à la rencontre des Français sur les marchés pour parler de politique autrement. Le marché de France me semble être un des derniers endroits de ce pays où tous les habitants, quelle que soit leur origine politique, sociale ou encore ethnique, ont une chance de se croiser, de se parler. L'émission s'arrête en 2007 avec sa nomination au Conseil supérieur de l'audiovisuel, où il travaillera sur les questions de déontologie mais également de diversité. Son mandat a pris fin en janvier 2013 et comme l'imposent les statuts du CSA, Rachid Arabe ne peut retravailler dans une entreprise audiovisuelle jusqu'en janvier 2016. Un devoir de réserve qui ne l'a pas empêché récemment de dénoncer l'opacité régnant autour du mode de nomination par le CSA de la nouvelle présidente de France Télévisions. Alors Rachid Arabe, on vient de l'entendre à l'instant, vous avez donc quitté le CSA en 2013. Vous venez de publier un livre qui s'intitule « Pourquoi on ne vous voit plus ». Alors, pourquoi ce titre et pourquoi ce livre ? Parce que c'est une question qu'on me pose quasi quotidiennement dans la rue, dans mon quartier, ou même quand je me déplace. Les téléspectateurs qui s'étaient un petit peu habitués à mes émissions, notamment les dernières années sur France 2, me demandent pourquoi on ne me voit plus à la télé. Donc, comme c'est un peu compliqué, comme c'est des questions très juridiques, j'ai voulu raconter ça le plus sérieusement, mais le plus légèrement possible dans le livre, ce qui a été surtout l'occasion de raconter comment moi je vois l'information d'aujourd'hui. Alors justement, vous la voyez comment cette information, vous, aujourd'hui ? De plus en plus rapide, parfois trop rapide,
parfois trop rapide et parfois à côté de la vérité. Et donc j'essaye d'apporter la réflexion telle que j'ai pu la vivre au CSA quand je m'occupais des questions de déontologie, quand j'essayais de comprendre objectivement pourquoi il y avait de plus en plus de dérapages sur les chaînes de télévision et de radio. Et j'essaie de voir comment, dans la masse d'informations du monde numérique dans lequel nous baignons tous, on peut essayer de trouver les bons ingrédients pour que l'information sérieuse, celle que vous faites, celle que font les journalistes professionnels, soit distinguée autant que possible des rumeurs et des fausses informations qui circulent sur beaucoup de sites Internet notamment. Alors vous avez un projet qui est de créer une chaîne de télévision, sorte d'Arte franco-algérien. Pourquoi ? Franco-maghrébin, maghrébo-français, tout simplement en partant de l'idée que Arte est une chaîne que je trouve formidable, qui repose sur une idée simple. La France et l'Allemagne se sont fait la guerre 3 fois en un siècle, si mes souvenirs sont bons. Je l'ai su en vivant en Lorraine, où il y avait encore des traces de l'occupation allemande. Et ces 2 pays qui se sont regardés pendant tant d'années en chien de faïence ont su faire la paix dans un premier temps et ensuite ont su créer une chaîne de télévision qui les rapproche. Et c'est exactement le projet que je voudrais réaliser entre la France et le Maghreb, à commencer certainement par l'Algérie, puisqu'il faut se donner des ambitions raisonnables au départ. Rachid Arabe, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la liberté de la presse au Maghreb ? La liberté de la presse telle que je la connais, j'ai suivi de très près la libération de la presse en Tunisie après la révolution de janvier 2011. J'ai eu l'occasion d'aller à Alger, de travailler également avec mes confrères marocains assez régulièrement. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un foisonnement de la presse écrite, surtout du côté du Maghreb. Il y a une volonté, une tentative d'ouvrir maintenant, notamment en Algérie, le secteur de l'audiovisuel au privé. C'est encore balbutiant, c'est encore un peu incertain, mais il y a là, à l'évidence, des espaces de liberté à conquérir. Ce qui est sûr, c'est que nos confrères, vos confrères qui travaillent de l'autre côté de la Méditerranée n'ont pas beaucoup de leçons à recevoir. Pour la plupart d'entre eux, ils se sont véritablement battus pour la liberté de la presse, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Oui, alors justement, les réseaux sociaux également jouent et ont joué un rôle très important dans les pays du Maghreb. Pour vous, c'est essentiel aussi, cette réalité-là ? Il faut tenir compte de cette réalité-là, il faut essayer de la canaliser parce qu'elle apporte de l'information, elle apporte du contenu, mais en même temps, il faut utiliser les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que c'est de la communication personnelle. Alors, dans des situations de crise, comme l'ont vécu notamment la Tunisie pendant l'hiver 2011, c'est effectivement par les réseaux sociaux que l'information apparaît en premier. C'est ensuite seulement que les médias traditionnels prennent le relais. Ces réseaux sociaux sont importants, d'autant plus qu'ils sont souvent le seul espace de liberté véritable mais que ce soit en France ou dans le Maghreb, de ceux qui ne se retrouvent pas toujours dans les chaînes de télévision. Donc moi, je compte beaucoup sur les réseaux sociaux. Le projet qu'on est en train de travailler avec une petite équipe autour de moi compte justement sur une sorte de mobilisation des réseaux sociaux pour tout simplement, dans un premier temps, essayer de savoir quelle chaîne de télévision on attendrait de ce projet d'un Arte franco-maghrébin. Donc il faut utiliser les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une fourniture d'informations, un retour des téléspectateurs ou des auditeurs, et puis ensuite il faut donner la place aux journalistes professionnels, aux producteurs professionnels pour essayer de mettre tout ça en musique et que ça soit cohérent et que ce soit crédible. Et de vérifier les sources. Rachid Arabe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et je rappelle votre livre « Pourquoi on ne vous voit plus » aux éditions Michel Lafon. Nous parlons encore de l'Algérie avec ce documentaire absolument magnifique et consacré à ce pays d'Afrique du Nord. Un film signé Yann Arthus Bertrand est diffusé il y a quelques jours sur France 2. Le photographe et cinéaste nous a offert des images fascinantes. Je vous propose d'en revoir un extrait. Je m'appelle Yann Arthus Bertrand, je suis photographe et cinéaste. J'ai vu des centaines de pays, mais il y en a un qui me touche en particulier, l'Algérie. Alors j'ai voulu raconter Alger la blanche, la Casbah, Alger qui change. Raconter 10 000 ans d'histoire qui ont forgé ce pays magnifique. J'ai voulu montrer la Kabylie, prendre la route des vacances avec les Algériens, rêver de Méditerranée.
J'ai voulu raconter ces paysages somptueux, raconter la terre qu'on travaille, la douceur des plaines de la Mitidja et les courbes de l'Oranais. J'ai voulu raconter Oran l'Espagnol, grimper sur le rocher de Constantine, franchir les Aurès. Enfin, j'ai voulu montrer l'immensité du Sahara, filmer pour la première fois un mirage. Voir la cité de Gardaïa, ce miracle. M'enfoncer au plus profond du Grand Erg, franchir le Hogar et le Tassili Nadjer. À la recherche d'une prodigieuse cité unique au monde. La cité de Séphar et ses 15 000 peintures rupestres. Restons au bord de la mer. Je vous emmène maintenant sur un site protégé, une île au point de vue sublime, Port-Cros. 35 habitants et avec l'arrivée des beaux jours, des randonneurs par centaines qui investissent les lieux pour admirer les recoins de cette perle méditerranéenne. Isabelle Stess, Guillaume Beaufils sont nos guides. C'est une île sauvage en Méditerranée. Un petit coin de paradis où le visiteur débarque pour se ressourcer le temps d'une journée. Allez, passez une bonne journée. La meilleure façon de découvrir Port-Cros, c'est en marchant. Tac, on part de là et donc on va essayer de faire ça. Et combien de temps vous estimez de tourner? 5 heures de marche, bien 5 heures. 32 km de sentiers qui serpentent dans la forêt, au-dessus de la mer. Là, c'est quoi ça en fait? Fort du Moulin, je pense. 3 randonneurs chevronnés, Isabelle, Vincent et Michele, sont des passionnés de la marche et de l'île. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire là? La beauté des lieux, puis le côté un peu sauvage. Le silence, ouais, c'est assez... point de vue lieu préservé, c'est assez unique. Hein. Il y a un homme qui veille sur le parc national de Port-Cros. Dans cet espace protégé au large des côtes varoises, Hervé Bergère est le policier de l'environnement. La particularité de Port-Cros, c'est que justement c'est une île forestière en pleine mer et qui est très accidentée. Donc ça la rend d'autant plus belle et sauvage. Sur l'île, les véhicules sont interdits. Seule y circule la voiturette électrique du garde. Bonjour. Le respect de la nature est ici une priorité pour le respect du randonneur. Ils nous regardent toujours arriver avec le sourire, avec ces véhicules électriques. Et ils ne se sentent pas du tout agressés ici à Port-Cros. Port-Cros est une île protégée depuis plus de 50 ans. Avec ses 700 hectares de pins et de chênes, c'est la nature qui dicte ses règles. On a vraiment l'impression d'être au milieu de nulle part, entouré de forêts, on est tout petit, quoi. Et c'est vraiment assez magique. Hein. Préserver la nature et les traditions. C'est aussi le combat du doyen de l'île. À 85 ans, Pierre Buffet est la mémoire de Port-Cros, héritier d'un manoir du 19e siècle aménagé en hôtel, un des 2 seuls de l'île. L'esprit de l'île, c'est de garder la nature telle qu'elle et d'essayer de rendre les gens qui viennent ici heureux, non pas par uniquement le confort ou l'agrément ou l'accueil qu'ils y trouvent, mais heureux de se retrouver seuls dans une nature qui n'a pas bougé depuis longtemps. Port-Cros est le premier parc marin en Europe. C'est un des plus beaux sites de plongée au monde. Alors la pointe est ici, il y avait un mérou qui était célèbre, ils ont l'appelé Gros Câlin. Bon, malheureusement il a disparu. Merci, bonne plongée. Né sur l'île, Stéphane Anger y a plongé des milliers de fois. C'est un des rares endroits où on peut retrouver la faune et la flore telles que les pionniers de la plongée ont découvert. Il est inutile de plonger profondément. À une dizaine de mètres à peine, le spectacle est là, tout près. Des barracudas qui évoluent sans crainte aux côtés des plongeurs. On ne compte plus les mérous, autrefois menacés d'extinction. À Port-Cros, 180 espèces de poissons sont protégées.
Les mérous, il faut les pousser pour pouvoir avancer. C'est incroyable. Ils viennent nous voir, ils sont près de nous. On a l'impression qu'ils sont là pour dire « Eh oh, je suis là, prends-moi en photo ». Lorsque la journée se termine à Port-Cros, il ne reste que quelques chanceux à regarder le coucher de soleil sur l'île. Oui, de très belles images qui en entraînent d'autres. Allez, avant de se quitter, rejoignons ensemble les plages de la Grande Motte dans l'Hérault. D'ici quelques jours, elles attireront les foules. 9000 habitants à l'année, 100 000 l'été. C'est dire si la commune est en effervescence. En attendant, nous vous envoyons cette carte postale pour vous donner rendez-vous à la rentrée et vous souhaiter de très belles vacances sur les rives de la Méditerranée. Bel été.